Bonjour à tous, téléspectateurs de 20 News TV. Nous sommes ce matin dans les bureaux parisiens de Maître Jean-Paul Badieuel. Maître Jean-Paul Badieuel va se présenter lui-même et tout de suite on va lui donner la parole. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous voulez qu'on vous présente à nos téléspectateurs? Je suis l'avocat de Madame Marie-Thérèse Brou, veuve Houphouët-Boigny, qui m'a confié la défense de ses intérêts. Comment est-ce que vous avez connu Marie-Thérèse Houphouët-Boigny? J'ai connu Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny dans la mesure où j'ai réglé d'autres successions et des tiers m'ont demandé de m'occuper de ce dossier. J'ai donc fait la connaissance de ma cliente qui est venue à Paris puisqu'elle ne réside pas en permanence à Paris et nous avons eu plusieurs conversations sur son dossier et j'ai reçu un certain nombre de pièces qui m'ont permis de me faire sur une période de 2 ans une idée précise sur la nature du sinistre. Et ce sinistre-là, est-ce que vous pouvez le développer pour nos téléspectateurs? Bien, c'est très simple. Le président Houphouët-Boigny est décédé en décembre 1993. 20 ans plus tard, sa succession n'est toujours pas réglée. Elle a fait l'objet d'un pillage. C'est indéniable. Sa veuve a été écartée en fonction de diverses opérations d'un ensemble de processus d'évolution successorale. Ainsi, un administrateur judiciaire qui a été désigné par le tribunal de grande instance de Paris à la fin des années 90, Maître Zécry, qui n'a jamais reçu Madame Marie-Thérèse Brou, veuve Houphouët-Boigny. C'est quand même assez étonnant, sachant que les époux Houphouët-Boigny étaient mariés et qu'aucune séparation n'était intervenue. Madame Marie-Thérèse Brou, veuve Houphouët-Boigny, est donc commune en bien avec son défunt mari et il fallait procéder à la liquidation de cette communauté, ce qui n'a jamais été fait. Mais pour vous, il y a quand même beaucoup de curiosité dans ce dossier, mais en même temps, vous dénoncez aussi le fait que le président Houphouët-Boigny lui-même n'est pas de testament, ce qui ne permet pas d'avancer. Je vois dans ce dossier qu'il y a effectivement des gens qui se prétendent exécuteurs testamentaires. Mais c'est une plaisanterie. Il n'y a à ce jour aucun testament de feu Monsieur le Président Houphouët-Boigny de produit. Il a eu un notaire pendant plus de 40 ans qui s'appelle Maître Jean-Michel Normand, qui maintenant est retraité. Maître Normand n'a jamais convoqué, à ma connaissance, les ayants droit du président pour une ouverture de testament. Il y a donc des gens qui se sont arrogés des titres et qui ont commis des actes qui me semblent être préjudiciables à ma cliente. Justement, Maître Jean-Paul Badieuel, vous avez aussi réussi à décanter une situation concernant Thérèse Houphouët-Boigny. Vous nous parliez tantôt du revenu dont elle avait droit au niveau de l'État français. Comment cela s'est déroulé? Le président Houphouët-Boigny a une carrière politique très importante en France. Il a été député pendant plus de 17 ans, sans interruption. Il a été ministre sous 5 gouvernements différents de la 5e ou de la 4e République. C'est un personnage incontournable de la politique française. Monsieur Félix Houphouët-Boigny a été membre de l'Assemblée constituante en 1945. Il a quitté la vie politique française en 1962 pour devenir le président de la jeune République de Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, Madame Marie-Thérèse Brou, veuve Houphouët-Boigny, avait droit à une pension de réversion versée par l'Assemblée nationale. Et je m'étais aperçu dès le début de nos entretiens que le montant qu'elle touchait de l'Assemblée nationale n'était absolument pas conforme à la carrière politique de son mari. Nous avons donc saisi la question de l'Assemblée nationale. Nous avons malheureusement dû attendre 1 an et l'intervention du médiateur de l'époque, M. Baudis, qui grâce à cette intervention a pu enfin forcer la question de l'Assemblée nationale à répondre aux interrogations. Il y a une décision des questeurs de l'Assemblée nationale au mois d'avril 2014 qui réhabilite Mme Marie-Thérèse Brou, veuve Houphouët-Boigny, dans ses droits, notamment en réévaluant la modeste pension auquel elle a droit, mais aussi en procédant à un rappel d'arriéré. C'est une décision symbolique, mais elle démontre qu'à tous les échelons et toutes les autorités concernées, il y a eu un mépris profond de la situation de ma cliente.
Cette situation m'a amené à déposer une plainte entre les mains du procureur de la République au mois d'octobre 2013, compte tenu des faits que j'avais été amené à constater, à savoir l'utilisation de faux de façon quasi permanente pour dilapider une partie du patrimoine. Alors, quand vous dites utilisation de faux, excusez-moi de vous interrompre, vous vous adressez, ou alors vous faites allusion à qui précisément? Je fais allusion à une manœuvre qui a été initiée dès 1994, qui est la théorie du legs verbal. La théorie du legs verbal n'est reconnue ni en droit ivoirien, ni en droit français. Ça veut dire que là, il y a une volonté de captation au profit d'autorités politiques, qui se servent de leur fonction politique pour mettre la main sur un patrimoine. La théorie du legs verbal est totalement inadmissible. Alors, elle a conduit notamment à détourner de la succession l'hôtel Masseran, qui est dans Paris, entre le boulevard des Invalides et la rue Masseran. Cet hôtel particulier, qui est un monument qui est classé au patrimoine, je veux dire c'est un hôtel du XVIIIe siècle, qui avant était la propriété de la famille Rothschild, qui avait été acquis à titre personnel à la fin des années 70 par le président Houphouët-Boigny, a été sur la foi d'une lettre émanant de 2 notaires ivoiriens écartés du périmètre de la succession. Mais c'est une escroquerie. Et j'entends la dénoncer avec la plus grande force. Justement, maître, quand vous allez la dénoncer... c'est une escroquerie de plus de 70 millions d'euros. Oui, alors vous allez la dénoncer, vous allez justement indexer quelqu'un. Écoutez, actuellement, il y a sur les murs même de l'hôtel Masseran une déclaration de travaux. Allez donc voir qui est le bénéficiaire de la déclaration de travaux, parce qu'il y a de fortes chances que ça ne soit pas la République de Côte d'Ivoire. Il y a de fortes chances que ça ne soit même plus la présidence de la Côte d'Ivoire. C'est assez intéressant à voir. Il y a eu depuis 1998 plusieurs dossiers déposés au ministère de la Culture, puisque l'immeuble étant classé, c'est le ministère de la Culture qui est compétent pour ces autorisations de travaux. Ces autorisations de travaux ont donc été déposées sous Laurent Gbagbo, elles sont déposées maintenant sous M. Ouattara, et qui en est le vrai bénéficiaire. Si ce n'est ceux qui sont parfaitement au courant du détournement et du processus d'accaparement du bien dont le mécanisme principal est en Suisse. Notamment. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas à jeter l'anathème sur un tel ou un tel, parce qu'il y a eu une succession de personnages. Et il faut individualiser la responsabilité de chacun de ces personnages. Ce n'est pas forcément le signataire de la demande d'autorisation qui est plus coupable que celui qui est en fait le grand bénéficiaire derrière. Et si vous voulez, dans l'hôtel Masseran, les travaux visent à la création notamment d'un salon familial. Alors, l'ambassade de Côte d'Ivoire a des bâtiments qui sont suffisamment vastes. Si vous voulez, je ne pense pas que l'ambassadeur soit à l'étroit, n'est-ce pas? Je ne vois pas qui d'autre peut prétendre à un salon familial. Ça, c'est un élément. Il y a maintenant tous les éléments qui concernent la vente des biens immobiliers connus actuellement et dépendant de la succession du président. Notamment les biens assis à Marne-la-Coquette, d'autres biens assis à Paris, des appartements, car le président, effectivement, achetait des appartements, mais il les mettait aussi à la disposition des Ivoiriens. Ces appartements, très curieusement, sont prévus dans le legs verbal. On a aussi fabriqué, semble-t-il, un jugement de séparation de biens des époux Houphouët-Boigny, dont je n'arrive pas à retrouver la trace. Si ce jugement existait, j'aurais dû le voir en 2 ans de temps. C'est assez étonnant qu'il ne soit pas arrivé jusqu'à moi. Et ces éléments-là ont permis systématiquement d'écarter Madame Houphouët-Boigny des droits auxquels elle pouvait prétendre. C'est étonnant. Maintenant, le problème des comptes bancaires. Les comptes bancaires, c'est aussi quelque chose d'impressionnant. Vous avez des personnages qui, d'après ce que j'ai lu dans Jeune Afrique, se prétendent exécuteurs testamentaires et sont allés se présenter au siège de banque en Suisse. C'est pas un secret, le président avait des comptes en Suisse. Ces comptes, il les a déclarés publiquement à la conférence de presse en Côte d'Ivoire. C'est pas quelque chose de caché. C'est pas nouveau.
Je vous ai expliqué qu'il avait des avoirs en Suisse bien avant d'avoir une carrière politique en Côte d'Ivoire. Justement, on va revenir dessus. Ce qui est passionnant, si vous voulez, c'est de voir qu'en 1999, les séries de comptes sont fermées à la demande d'un individu qui va se promener en Suisse, lui faire 3-4 rues, c'est pas très compliqué, et il a fait procéder à la fermeture des comptes. Je n'imagine pas que les fonds ont disparu. Cet individu a-t-il été identifié? Il est identifié dans mon dossier. Sans l'identité communiquée aux autorités judiciaires françaises, il faut lever le voile sur l'ensemble de ces actes. Bon. Maintenant, il y a la situation de ma cliente. Madame Marie-Thérèse Brouvet ou Houphouët-Boigny a des biens en Côte d'Ivoire. Des biens qui lui sont des biens personnels, propres. Et puis il y a les biens qui dépendent de la communauté avec son mari. Il y a un notaire ivoirien qui a été désigné par les autorités judiciaires ivoiriennes en 2000, dans un jugement qui est définitif, qui met à néant les faux commis par les notaires précédents, qui désigne Maître Taou pour procéder au règlement de la succession. Maître Taou se trouve dans une situation difficile parce qu'elle se heurte à des intérêts qui sont des intérêts tout puissants dans un pays où malheureusement la violence est au coin de la rue. Et Maître Taou a courageusement pris le dossier en main. Elle a écrit aux banques françaises, aux notaires français. Elle s'est heurtée à un mur du silence. Ce mur, nous l'avons brisé. Ce que nous avons découvert derrière est nettement moins rafraîchissant. Nous sommes dans une situation où d'une part, ma cliente est presque prise en otage en Côte d'Ivoire, par ses intérêts et par les gens qui l'ont pillé. Si aujourd'hui, Madame Marie-Thérèse Brouvet ou Houphouët-Boigny n'a pas la libre disposition de ses biens, si aujourd'hui elle fait l'objet de menaces en France, de menaces physiques. Maître, excusez-moi, parce que ce que vous dites est suffisamment sérieux. Vous dites qu'elle n'a pas le libre accès à ses propres biens et elle fait l'objet de menaces. Est-ce que vous pouvez aller au fond de votre pensée et donner des précisions claires? Je donnerai les éléments que je souhaite donner. Aujourd'hui, ma cliente a fait, il y a une quinzaine de jours, l'objet de menaces dont on sait parfaitement d'où elles viennent. J'ai été amené à prendre des dispositions de façon à assurer la sécurité de ma cliente et de son entourage. Ce sont des méthodes de voyous. Je n'ai pas d'autres commentaires à donner. Je les ai dénoncés à la police nationale française qui est en charge de ce dossier. Il est bien clair que des gens de l'entourage du président, qui ont largement profité de ses largesses dans les années 80-90, et quand je dis largement, on peut chiffrer ça en dizaines de millions de francs français, se permettent aujourd'hui de menacer une femme qui a plus de 80 ans, qui vit seule, et dont l'unique ressource provient de la pension de reversion de son défunt mari président. C'est une situation qui me paraît tout à fait inconfortable, non conforme aux principes traditionnels en Afrique. Je rappellerai quand même qu'il y avait une solidarité des chefs d'État en Afrique. Il y a 25 ans, au début de ma carrière, nous avons eu à connaître de la succession de François Tombalbaye. Et je dois rappeler que les enfants de François Tombalbaye ont bénéficié du soutien de feu le président Félix Houphouët-Boigny, feu le président Omar Bongo, qu'ils ont payé les frais d'études des enfants de leurs collègues assassinés, qu'ils ont pris en charge des choses. Et là, je suis surpris de cette violence qui s'exerce à l'encontre de la veuve d'un homme qui, de toute sa vie, a été réélu, n'a jamais traîné de dossier susceptible d'intéresser le tribunal pénal international, voyez-vous. Quelqu'un qui a respecté les principes de vie politique. Je suis assez sûr. Oui, maître, vous êtes surpris, et nous avec vous, mais en même temps, il nous vient à l'esprit d'insister pour comprendre un peu la trame de ce que vous êtes en train de dire. Vous dites qu'elle est vraiment menacée, et vous donnez l'exemple d'autres présidents qui ont protégé les veuves des présidents qui ne vivaient plus. Comment se fait-il que la République de Côte d'Ivoire n'est pas capable de protéger Thérèse Houphouët-Boigny, qui représente quand même un monument pour la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, les autorités en place, pourquoi est-ce que les autorités en place ne le font pas? C'est une vraie question, et je pense que c'est une question nationale pour les Ivoiriens. Je n'ai pas de réponse à y apporter. Moi, je suis citoyen français.
mais c'est une situation totalement anormale. Totalement anormale. Je vous dis, j'ai été amené, des gens de son entourage ont été menacés physiquement, j'ai été amené à communiquer à la police nationale l'identité complète de ces étranges messagers. J'ai été amené à effectivement saisir l'autorité de police de ces péripéties tout à fait scabreuses, et j'étais amené à prendre des mesures qui sont adéquates. Maintenant, la situation, si vous voulez, peut parfaitement redevenir normale. Il n'en tient qu'aux autorités ivoiriennes. C'est pas Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny qui est une menace. C'est l'étendue des dossiers. C'est l'étendue des malversations. C'est l'étendue des faux, qui sont une menace même pour ce pays. C'est relativement facile de faire un faux maintenant avec l'informatique, c'est un vrai bonheur. Vous prenez les fiches du ministère de l'Intérieur, il y a à peine sur le fichier STIP 20% des fiches qui sont authentiques. Tout le restant contient des informations qui ne sont pas authentiques. Bon. Côte d'Ivoire, les actes notariés devraient avoir autant de crédibilité qu'en France. J'aimerais donc que la situation ivoirienne soit aussi assainie. Que l'on arrête de menacer une femme de 83 ans, qui est en quelque sorte la mère fondatrice de la République de Côte d'Ivoire. Enfin, je veux dire, vous imaginez Madame de Gaulle dans cette situation-là, c'est pas pensable. C'est pas pensable, vous avez raison, maître Jean-Paul. Alors, on va revenir aussi à la Côte d'Ivoire que vous connaissez. C'est un pays que vous connaissez. Vous avez dû vivre quand même, entendre parler de tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez une idée un peu de comment est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait sortir largement de la situation dans laquelle elle se trouve? Mais difficile, moi je ne suis pas politologue, je ne suis pas devin. Il y a des élections qui se présentent pour vous en 2015. C'est une situation tendue, complexe, avec des enjeux politiques nationaux, régionaux et internationaux. Je n'avancerai pas sur ce terrain-là, qui n'est pas celui de ma compétence. Simplement, je rappellerai que autour de ma cliente, qui n'a jamais eu un moindre discours au profit de telle ou telle entité dans ce pays, qu'il peut y avoir un rassemblement. Je crois que les groupes humains ont besoin, à certains moments de leur histoire, d'avoir un point de repère. Si on prend une comparaison avec la monarchie espagnole, il est certain que dans les années 75, les Espagnols étaient en très grande majorité monarchistes parce qu'ils voulaient éviter une nouvelle guerre civile. Et que le roi d'Espagne, qui vient de mettre fin à ses fonctions, a été un pivot rassembleur, unitaire des Espagnols. Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait une personnalité, ça ne sera pas ma cliente, elle n'a aucune ambition politique, mais elle aura l'aura nécessaire pour apaiser les tensions et amener ce pays à retrouver le rang qu'il mérite. Attendez, ça me paraît être la moindre des choses. Et moi, personnellement, j'ai été navré de voir ce qui s'est passé ces 15-20 dernières années entre la République française et la Côte d'Ivoire. Parce que d'une part, ça n'était pas conforme aux vœux du président Félix Houphouët-Boigny, qui était profondément, mais quand je dis profondément, c'était incrusté dans son cœur, francophone et francophile. Bien qu'il n'ait pas été fabriqué dans le moule de la haute administration française. Mais il avait fait la jonction de ces deux cultures, de sa propre culture africaine et de la culture d'importation. Et il avait réussi un mélange qui a été particulièrement bénéfique à ses coreligionnaires, à son peuple. Oui. Maître Jean-Paul Badiel, vous savez très bien que, comme vous le disiez tantôt, les Kalachnikov ne poussent pas sur les champs de maïs. Oui.
Et la fortune colossale de Houphouët-Boigny qui est détournée, dont on ne sait pas qui est le légataire testamentaire à qui cette fortune revient, des rumeurs courent que une partie de cette fortune aurait été utilisée pour acheter des armes. Est-ce que vous confirmez ça? La rumeur va toujours plus vite que la vérité. La rumeur, c'est quelque chose d'insaisissable. Certains la considèrent comme peu recommandable. La rumeur, ça ne sera pas mon cheval de bataille. J'attends, moi, des pièces, j'attends des éléments. Il y a actuellement une seule personne qui comparaît devant le tribunal pénal international. Compte tenu de la taille des violations du droit international en Côte d'Ivoire, je trouve que ce personnage est bien solitaire. Je pense que si le tribunal pénal international veut vraiment faire œuvre de justice sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une personne, mais une dizaine de personnes qui devraient avoir à répondre du sang versé en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas à me substituer à une juridiction internationale, je n'ai pas à jeter l'opprobre sur un tel ou un tel, vous êtes le premier organe de presse ivoirien auquel je m'adresse, je n'ai fait aucune interview auparavant à des organes de presse étrangers. Je m'intéresse moi uniquement à l'état de la succession. Il est certain que si la situation de ma cliente n'est pas réglée dans les semaines à venir, nous aurons malheureusement des éléments qui vont venir conforter ou affirmer la rumeur qui se développe. Cette rumeur, elle est instrumentalisée par des gens qui font de la politique. Moi, je ne fais que du droit. Et c'est déjà beaucoup pour moi. Oui, maître, merci beaucoup. On va terminer par un fait qui est très important. Vous n'êtes pas un avocat inconnu, vous êtes quand même bien planté dans le microcosme judiciaire français. Vous avez à l'époque été celui-là qui, de façon très engagée, avait demandé à un juge de se pencher sur l'affaire Chirac. Il s'agit ici des faits payés en liquide, des billets d'avion payés en liquide, et vous êtes allé jusqu'à déposer un courrier au cabinet du juge pour qu'il puisse s'intéresser à cette affaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça et nous dire qu'est-ce qui avait motivé à l'époque cette sortie? La situation était relativement simple. J'étais l'avocat des actionnaires minoritaires d'Air France. C'est une compagnie aérienne qui, en 1992, a procédé à l'absorption d'une compagnie que les Africains connaissaient bien, qui s'appelait UTA. UTA, c'était une société particulière avec une foi particulière. Elle était née juste après la guerre de 1945. Elle était issue de la fusion de deux petites compagnies coloniales, appelons-les comme ça, une qui était sur l'Afrique et une qui était sur l'Asie, sur l'Indochine. 1962, il se crée UTA, qui est une société anonyme participation ouvrière. Ça veut dire que les 4500 salariés d'UTA avaient un intéressement au résultat de la compagnie. En 1993, M. Édouard Balladur a fait disparaître l'intéressement et a approuvé la captation d'UTA par Air France. Cette situation a amené la spoliation des 4500 salariés, qui a été évaluée à l'époque par le ministère du Trésor à 617 millions de francs. Dans ces conditions, mes clients étaient amenés à attirer mon attention sur tout le système de billets gratuits mis en place au profit de la classe politique à l'intérieur d'Air France. Il y avait une agence rue Vernet, qui depuis était fermée, qui était chargée de distribuer les billets gratuits à toute la classe politique. J'ai vu passer les billets gratuits pour une demi-douzaine de ministres. Le billet de Jacques Chirac, il est intéressant parce que, en tant que Premier ministre, il n'avait pas besoin de payer en espèces le billet. Il avait la gratuité à vie. Madame Claude Pompidou, en tant que veuve
d'un ancien président de la République, avait elle aussi la gratuité à vie sur Air France. Mais à l'intérieur de ce parti politique, il y avait de telles masses d'argent en espèces que les caissiers, appelons-les comme ça, ne savaient même pas qu'il y avait une gratuité acquise pour leur mandant. Il n'y avait aucune raison de débourser 23 000 francs pour M. Jacques Chirac, son voyage avec son garde du corps et sa fille à New York. Il n'y avait aucune raison de fournir des billets payés pour Mme Claude Pompidou. Voilà les observations que j'ai à faire, si vous voulez. La corruption amène à faire des bêtises. Et aujourd'hui, je vois que malheureusement, les comptes de l'UMP présentent les mêmes symptômes. Ah oui. Les voyages des uns, des autres sont payés par le parti, alors que ce sont des dépenses personnelles. C'est un exemple pour l'électorat qui est malheureusement d'un très mauvais goût. Maître Jean-Paul Baduel, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de nous avoir reçus à votre bureau et merci d'avoir accepté pour la première fois de vous adresser à un média africain qui émet depuis Paris. Et merci pour toutes les informations que vous nous avez données. Téléspectateurs de 20 News TV, merci. Merci pour votre fidélité. On se retrouve pour un prochain numéro de notre émission Les grandes questions d'actualité.